Juillet 1943. Le saillant de Koursk. Ce n'était pas une bataille, c'était une exécution. Des monstres d'acier de 30 tonnes, fierté de l'industrie soviétique des blindés, glissaient impuissants dans la boue, tels des vaches sur la glace. Les équipages le savaient. Un char à l'arrêt ne survit que jusqu'au premier obus allemand. C'était la fin. La boue avait vaincu l'armée. Mais sous une tente imprégnée de mazout, au milieu des gémissements des machines blessées, naquit une idée qui défiait le bon sens. Une idée pour laquelle on risquait de se faire arracher ses épaulettes et d'être envoyé au bataillon disciplinaire. Qu'est-ce qui a poussé les mécaniciens à travailler jusqu'aux larmes de sang et à avoir du sable dans les yeux? Quel ingrédient secret a transformé des cibles immobiles en bolides de course filant à 40 km à l'heure à travers des marécages infranchissables? Et pourquoi les inspecteurs dépêchés sur place ont-ils qualifié le sauvetage du régiment de négligence criminelle? Voici la vérité sur les griffes d'acier du sergent Soukoroukov. Une vérité absente des manuels d'histoire officiels. Juillet 1943. Le saillant de Koursk. Un ciel plombé déversait des torrents d'eau, transformant le tchernosium en une substance grasse et infranchissable. L'averse martelait le blindage, couvrant même le grondement de l'artillerie à l'horizon. 30 tonnes d'acier allié s'étaient figées au milieu d'un champ détrempé. Le moteur rugissait, s'étouffant de gazole, mais la machine ne bougeait pas. Les chenilles tournaient furieusement sur place, projetant des fontaines de boue noire qui aveuglaient instantanément les épiscopes. Ce n'était pas un combat. C'était une mise à mort. Les 500 chevaux du diesel V2 tournaient à vide. Cette puissance, capable d'éventrer des fortifications et d'abattre des arbres, était désormais inutile face à la simple physique. Le coefficient d'adhérence avait chuté à un zéro critique. Les patins d'usine lisses, conçus pour le sol ferme et les routes, polissaient la terre noire de Koursk comme des patins à glace. L'immense machine de combat, orgueil des usines de chars, s'était transformée en une cible inerte et impuissante. À l'intérieur du char régnait une odeur d'huile brûlée, de sueur et de peur animale. L'espace exigu du compartiment de combat vibrait sous le hurlement poussif de la transmission. Le mécanicien conducteur, agrippé au levier, les doigts blanchis, tentait de faire basculer la machine. « Arrière! Recule, bordel de merde !» râlait le chef de char dans son laryngophone, collé au triplex. « Ça n'accroche pas, camarade commandant !» La voix du mécanicien virait au cri perçant. « Ça glisse comme sur de l'huile, saloperie !»« Gaz, donne un coup sec !» Le moteur hurla à plein régime. Le châssis du char tressauta, le métal grinça, mais les chenilles ne firent que s'enfoncer davantage dans la gadoue docile. Le char s'affaissait. Le ventre de la machine se posait lentement, mais sûrement sur le sol. C'était une condamnation. Si le char se posait sur le fond de caisse, seul un tracteur pourrait le sortir de là. Et il n'y en avait pas. Il n'y en aurait pas. À travers le rideau de pluie et les traînées sales sur les optiques, le commandant distingua des silhouettes. Elles avançaient lentement, avec assurance, franchissant lourdement les collines. Des tigres. Les machines allemandes, dotées de chenilles plus larges et d'une meilleure répartition du poids, se sentaient un peu plus à l'aise dans cet enfer. Mais surtout, elles bougeaient, alors que le T-34 restait cloué sur place. La distance se réduisait. 1500 mètres. 1200. « Il nous voit !» hurla le chargeur en laissant tomber un obus sur la culasse. On est comme sur un plateau. La situation obéissait à la logique sèche et impitoyable de la guerre. Un char immobile sur le champ de bataille vit jusqu'au premier tir de réglage. L'équipage le savait. Les Allemands le savaient. Ce n'était pas un duel de maîtrise ou de blindage. C'était une exécution. La physique du processus
était d'une simplicité meurtrière. La boue liquide comblait les creux des patins de chenilles. Le métal n'était pas en contact avec la terre ferme, mais avec une couche lubrifiante composée d'eau et d'argile. La force de frottement statique, nécessaire à l'impulsion, était absente. Chaque tour du barbotin ne faisait qu'aggraver la situation, créant sous la chenille une baignoire parfaitement lisse et glissante. Les ingénieurs des bureaux d'études, en calculant la pression spécifique au sol, s'étaient basés sur des tableaux secs et des tests sur polygone. Ils n'avaient pas vu ce champ, où la terre s'était muée en un marais, avalant goulûment la technique. Dehors, un sifflement se fit entendre. Le premier obus tomba trop court, soulevant une colonne de boue à 20 mètres du flanc gauche. Les éclats tintèrent sur le blindage comme de la grêle. « Ils règlent leur tir, les salauds !» Le mécanicien lâcha les leviers et se couvrit le visage de ses mains. « Au travail !» aboya le commandant en donnant un coup de pied dans le dossier du siège du conducteur. « Tourne pendant que tu es vivant !» Mais tourner était inutile. La transmission hurlait, les embrayages brûlaient, remplissant le compartiment de combat d'une fumée âcre et suffocante. La machine était prise de convulsions, comme une bête piégée, mais ne bougeait pas d'un centimètre. La boue tenait bon, plus fiable que n'importe quel piège à loup. Le deuxième obus explosa plus près. L'onde de choc fit vaciller le colosse de 30 tonnes. Un bourdonnement dans les oreilles couvrit le rugissement du moteur. L'équipage, assourdi, continuait d'agir par réflexe. Le chargeur enfourna un perforant dans le canon, le tireur tournait fébrilement les manivelles, essayant de capturer les silhouettes qui avançaient dans son viseur. Mais sans manœuvre, sans possibilité de changer de position, leur riposte n'était qu'un geste de désespoir. « Perforant !» ordonna le commandant, tout en sachant qu'à cette distance, le blindage frontal du Tigre était impénétrable. Il fallait se rapprocher. Il fallait contourner par le flanc. Il fallait de la vitesse. Il n'avait rien de tout cela. Il n'y avait que le tchernosium, devenu un piège mortel. Le char s'était transformé en cercueil d'acier. Le blindage, conçu pour encaisser les coups, ne sauvait pas de l'impuissance tactique. Chaque membre de l'équipage comprenait. Le prochain obus allemand serait au but. Il se sentait otage d'une erreur d'ingénierie. Le patin lisse, une surface plane idéale pour rouler sur route, devenue la cause de leur mort inévitable ici, dans un champ russe détrempé. « Sortez !» cria le commandant, comprenant que la machine était condamnée. « Évacuez le char! À l'abri !» Mais il était trop tard. Un éclair à l'horizon coïncida avec un choc monstrueux sur la plaque frontale. La lumière s'éteignit. Le char tressaillit, et à l'intérieur s'installa un silence tintant, interrompu seulement par le sifflement de l'hydraulique percée et les gémissements des blessés. Le moteur cala. Dehors, la pluie continuait d'arroser indifféremment l'acier fumant. La boue avait gagné. Elle s'était avérée plus terrible que les canons allemands, plus sournoise que les champs de mines. Elle avait privé l'arme de son avantage principal, la mobilité. Et dans ce silence sale et poisseux, mêlé d'odeurs de brûlé et de sang, une chose devenait claire. La guerre, ce n'est pas seulement des calibres et des millimètres de blindage. La guerre, c'est l'adhérence à la réalité, au sens le plus direct et physique du terme. Si tu ne peux pas prendre appui sur le sol, tu es mort. Le poste de réparation de campagne numéro 5 s'était installé dans une tuvette, à l'abri des vents directs et, plus important encore, des tirs directs de l'artillerie allemande. Mais il n'y avait aucun refuge contre la pluie. L'eau était partout. Elle clapotait sous les bottes, coulait dans le cou, se mélangeait au mazout et au sang, transformant le sol sous les pieds en une bouillie glissante dont la consistance rappelait la graisse mécanique. Le sergent-chef Ivan Soukoroukov
se tenait près d'un T-34 évacué. La machine faisait peine à voir. Ce n'était pas un prédateur fier, mais un cheval battu et à bout de force. Le flanc avait été éraflé par un tir tangentiel, mais ce n'est pas ce qui l'avait tué. C'est la transmission qui l'avait tué. L'embrayage principal avait brûlé jusqu'à la racine en tentant d'arracher 30 tonnes d'acier à cette prison collante. Soukouroukov enleva sa moufle et passa la paume sur la chenille. Le métal était froid et glissant. Autour, le travail battait son plein, lourd, monotone, dénué de tout romantisme. Des hommes en vestes ouatées huileuses, pareilles à des ombres, s'affairaient autour des compartiments moteurs ouverts. Le bruit des marteaux, le crissement des limes, les jurons choisis, la symphonie du bataillon de réparation. Ici, on ne tirait pas, on ressuscitait, ou on réformait. Soukouroukov savait qu'il remettrait ce char en état d'ici le matin. Il remplacerait les disques, réviserait la boîte. Mais quel sens cela avait-il? Il essuya sa main sur un chiffon, y laissant une trace noire et grasse. Le sens lui échappait. Il pouvait démonter un moteur V2 les yeux fermés. Il pouvait déterminer à l'oreille quel roulement commençait à chanter. Derrière lui, il y avait l'usine Uralvagonzavod, une école où l'on enseignait que l'instruction est une loi, écrite avec du sang par des ingénieurs de catégorie supérieure. Là-bas, dans les ateliers, la technologie était une religion. Tolérance au centième de millimètre, respect strict des nuances d'acier, régime de trempe. Tout était vérifié, calculé, approuvé. Mais ici, près de Koursk, la vérité de l'usine se fracassait contre la réalité brute du sol. Ils ont encore brûlé l'embrayage, camarade sergent-chef. La voix du jeune réparateur, le soldat Petrov, sonnait sourde. Le garçon grattait au pied de biche l'argile collée au galet. L'argile ne cédait pas, s'étirant comme du caoutchouc. C'est la 4e machine en 24 heures. Les chauffeurs disent qu'elle ne roule pas, elle nage, comme une vache sur la glace. Ne jacasse pas, grommela Soukouroukov, mais l'expression s'accrocha dans son esprit. Vache sur la glace. Il s'accroupit, examinant le patin. Un maillon de chenille, acier moulé, lisse, avec de petites saillies que les constructeurs avaient appelées crampons. Pour l'été sec de 41, il convenait. Pour la terre gelée sous Moscou, il passait difficilement, mais il passait. Mais pour ce tcherneusion gras, saturé d'eau, qui agissait comme un lubrifiant idéal, ils étaient inutiles. Le relief se colmatait instantanément. On obtenait une surface parfaitement plane. Acier sur bout. Le coefficient de frottement tendait vers 0. Soukouroukov alluma une cigarette, protégeant la flamme de sa paume. La fumée âcre du tabac bon marché se mêla à l'odeur d'humidité. Il ferma les yeux et se déconnecta une seconde du bourdonnement de la zone de réparation. La mémoire est un outil étrange. Elle vous jette les plans nécessaires au moment le plus inattendu. Dans l'obscurité de ses paupières closes, surgit non pas l'atelier d'Uralvagonzavod, ni les plans du constructeur Kochkine, mais une vieille forge enfumée dans l'Oural. Son père. Il avait environ 10 ans. L'hiver était rude, moins 30 degrés. La rivière avait gelé jusqu'au fond, se transformant en une route scintillante. Il fallait transporter du bois. Les chevaux, puissants très lourds, posaient le pied sur la glace et tombaient. Leurs pattes s'écartaient. Les bêtes râlaient, ruaient, se cassaient les jambes. L'impuissance d'une force énorme face à une surface glissante. « Regarde, Vanka !» disait son père de sa voix de basse en sortant un fer rougeoyant de la forge. La force n'est pas dans les muscles. La force est dans l'appui. Pas d'appui, pas de traction. Son père n'avait pas lu de manuel de physique. Il prenait simplement un morceau de métal pointu,
un crampon, et le soudait sur le fer à cheval. Grossier, fiable, éternel. Chaussure d'hiver, appelait-il ça. Lorsque le cheval ainsi ferré posait le pied sur la glace, le crampon mordait l'eau gelée avec un craquement. Le point de pression diminuait, la pression augmentait des centaines de fois. L'acier perçait l'obstacle, trouvant un appui ferme, et le cheval avançait. Il tirait des traîneaux de rondins qui pesaient plus lourds que lui. Soukouroukov ouvrit les yeux. Devant lui se trouvait à nouveau la chenille du char, le même fer à cheval, mais pesant 1,5 tonne. Et le même problème, une surface lisse. Le char est un cheval, mais en fer. Il lui manque des griffes. Il n'a rien pour s'accrocher à cette terre maudite. Il se leva, s'approcha du patin. Il passa le doigt dans le creux. La boue remplit aussitôt la trace. « Petrov » appela-t-il. « Présent, camarade sergent-chef. Si on monte des embrayages neufs maintenant, combien de temps vont-ils tenir ?» Le soldat haussa les épaules, étalant la boue sur son visage. « Jusqu'au premier ravin. Si la pluie ne s'arrête pas, ils y resteront. Les mécanos mettent les gaz à fond pour sortir. Les disques brûlent en 5 minutes. » Exact, ils brûlent. Parce qu'il n'y a pas d'adhérence. Toute la puissance du moteur part en chaleur et en hurlement. Rendement, 0. Ivan s'éloigna du char et se dirigea vers un tas de ferraille entassé au bord du ravin. C'était le triste tumulus de la guerre. Morceaux de blindage tordus, bouts de câbles, poutres pliées d'isbas détruites. Le bataillon de réparation utilisait cela comme banque d'organes. Soukouroukov donna un coup de pied dans un profilé en U rouillé. Trop large, ça n'irait pas. Le regard du mécanicien scannait le tas de ferraille non comme des déchets, mais comme un catalogue de pièces détachées. Il lui fallait quelque chose de simple. Quelque chose qu'on trouve dans n'importe quelle étable détruite ou gare bombardée. Quelque chose qui a une arête de rigidité, un angle aigu. Il le vit. Un morceau de cornière en acier dépassait d'un tas de briques cassées. Ordinaire, à ailes égales, 40 par 40 mm. Acier de construction. Mou comparé au blindage, mais visqueux. Soukouroukov le tira, le soupesa dans sa main. Environ 3 kilos. Rouillé, tordu, mais la géométrie du profil était préservée. Si on soudait une telle cornière sur le patin, pas à plat, mais sur l'arête, ou en forme de toit, créer une saillie artificielle, greffer une griffe. « Camarade sergent, qu'est-ce que vous cherchez ?» Petrov s'approcha, regardant avec curiosité le morceau de fer dans les mains de son chef. « Je cherche une solution, Petrov. Une solution. » Soukouroukov retourna au char. Il posa la cornière sur le patin. Elle se couchait parfaitement en travers du maillon. Hauteur de l'aile, 40 mm. C'était suffisant pour percer la couche de boue liquide et atteindre un sol plus dense. Ou simplement pour créer une telle résistance au glissement que la chenille cesserait d'être un ski. « Regarde !» Ivan pressa la cornière contre le métal sale. « Si on soude ça sur chaque 5e patin, non, sur chaque 10e. 1 sur 2, c'est trop long. Sur chaque 10e patin. Qu'est-ce qui va se passer ?» Petrov fronça les sourcils, essayant d'imaginer. « Ça va dépasser. Ça ne va pas accrocher les garde-boue. On vérifiera. Il y a du jeu. L'important, c'est comment souder. La fonte du patin et l'acier de la cornière. Métaux différents. Ça peut lâcher au choc. Il faut de bonnes électrodes, remarqua le soldat, entrant dans le jeu intellectuel. Il faudrait dégoter des UONI. Mais il ne nous reste que des crayeuses, humides. On les séchera. Sur le pot d'échappement du tracteur, on les séchera. Soukouroukov sentit la fatigue reculer.
l'excitation montait. Pas celle du combat, quand l'adrénaline frappe aux tempes par peur, mais l'excitation froide et calculatrice de l'ingénieur ayant trouvé la bonne voie. Il se souvint des instructions de l'usine, le point interdisant toute modification de la structure du train de roulement. Il est catégoriquement interdit de souder des éléments étrangers perturbant l'équilibrage et la cinématique. Au diable l'équilibrage. Les morts n'ont pas besoin d'équilibrage. Écoute mes ordres. La voix de Soukoroukov s'affermit, acquérant des notes métalliques, couvrant le bruit de la pluie. Prends le chalumeau. Va à ce tas. Découpe-moi des cornières. Longueur, la largeur du patin. Faut pas que ça dépasse des bords. Coupe-en une dizaine pour commencer. Camarade sergent-chef et le commandant de compagnie, qu'est-ce qu'il va dire? C'est de la détérioration de matériel. Ils vont nous mettre en cour martiale si on pète la chenille. Yvain regarda l'horizon qui s'assombrissait, où les éclairs du combat nocturne recommençaient à briller. Là-bas, dans la boue, des équipages mouraient en ce moment même. Ils mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas bouger. La cour martiale, ce sera si on envoie les chars à l'abattoir, trancha Soukoroukov. Mais s'ils roulent, on ne juge pas les vainqueurs. Coupe, Petrov. Moi, je prends le poste de soudure. Il se dirigea vers l'atelier mobile. Dans sa tête, la carte technologique se dessinait déjà. Décaper la zone de soudure jusqu'à ce qu'elle brille. Préchauffer le métal pour éviter le choc thermique. Poser le cordon en 2 passes. Placer la cornière en biais par rapport au plan de mouvement pour que la boue soit chassée sur les côtés. C'était une idée simple, brutale, primitive comme un coup de marteau. Mais ce sont précisément ces idées qui gagnent les guerres, quand la technique complexe capitule devant la nature. Le père forgeron le savait en ferrant les chevaux. Le fils mécanicien s'en est souvenu en sauvant des chars. La pluie redoubla, se transformant en un mur d'eau continu, mais Soukoroukov ne la remarquait plus. Dans son imagination, le char n'était plus à l'arrêt. Il déchirait le sol de ses griffes d'acier, projetant des mottes de terre en arrière, et avançait, inexorablement. La nuit tombait sur le saillant de Koursk. Une nuit qui promettait d'être longue et très lumineuse, de la lumière de l'arc électrique. Ivan Soukoroukov tenait dans ses mains un morceau de métal rouillé qui devait changer le cours de la bataille. C'était une cornière ordinaire à ailes égales, profil standard de l'acier de construction, 40 par 40 mm, épaisseur de l'aile, 4 mm. Dans la vie civile, on en faisait des armatures de serre ou des étagères d'entrepôt. Ici, au milieu de la boue de Koursk, ce morceau d'acier bon marché pesait plus lourd que l'or. Il le tournait dans ses mains, l'appliquant sur un patin de rechange posé sur l'établi. La géométrie correspondait parfaitement. La largeur du patin du T-34 permettait de souder la cornière en travers sans toucher ni la rouffole ni le barbotin lors de la rotation. Mais le diable, comme toujours, se cachait dans les détails du montage. Si on la soudait à plat, l'effet serait minime, la boue contournerait simplement l'obstacle. Si on la posait verticalement, sur la tranche, elle serait arrachée par la première pierre ou le choc contre le sol gelé sous la boue. Le cordon de soudure ne résisterait pas à un tel effort de cisaillement. La solution vint par la compréhension du vecteur des forces, l'angle d'attaque. 45 degrés, murmura Soukoroukov en passant le doigt sur la fonte sale du patin. On la met en toit? Non, par l'aile. On soude une aile au plan du patin, la seconde sert de crête. Il prit une craie et traça un gros trait blanc sur la rouille de la cornière. Puis il marqua le patin. Le schéma se dessinait, simple et rigide. Il ne fallait pas souder la cornière avec un cordon continu qui surchaufferait l'acier du patin et le rendrait cassant, mais avec un cordon discontinu mais puissant. Et surtout,
l'emplacement. La cornière devait être positionnée de manière à ce que, sous la pression de la chenille sur le sol, elle agisse comme une charrue, mordant dans la substance visqueuse pour atteindre la base ferme. « Petrov !» aboya le sergent sans se retourner. « Amène le chalumeau, on va tailler !» Le bruit de l'acétylène sifflant déchira le bruit de la pluie. La flamme bleue du chalumeau mordit le métal, projetant des gouttelettes d'acier en fusion. Soukoroukov coupait vite, sans traçage, à l'œil, un œil devenu au fil des années d'usine plus précis qu'un pied à coulisse. Les morceaux de cornière tombaient dans la boue en sifflant et en émettant de la vapeur. Longueur de la pièce, 300 mm. Exactement la surface de travail du patin. À cet instant, le pan de la tente qui servait d'auvent fut brusquement écarté. Un vent froid s'engouffra à l'intérieur, suivi du capitaine Voronov, commandant de la compagnie de réparation. Sa cape de pluie luisait d'eau, son visage était gris de manque de sommeil et de colère. « Soukoroukov, c'est quoi cette initiative ?» Le capitaine enjamba une flaque d'huile et se pencha au-dessus de l'établi. « Je t'ai donné l'ordre de préparer les transmissions. Et toi, tu fais quoi? Tu débites de la ferraille ?» Ivan éteignit le chalumeau. La flamme s'éteignit avec un claquement sec. Un silence s'installa où l'on n'entendait plus que la respiration lourde du capitaine et le martèlement de la pluie sur la bâche. « Ce n'est pas de la ferraille, camarade capitaine. Ce sont des crampons d'adhérence. » « Quel foutu crampon !» Voronov donna un coup de pied dans une chute de cornière encore fumante. « Tu as perdu la tête, sergent. Tu as 3 machines avec des embrayages grillés. Le chef de bataillon tempête et exige de la technique en état de marche. Et toi, tu organises un atelier de bricolage ? Les embrayages brûlent parce que les chenilles patinent, répondit calmement Soukoroukov, regardant l'officier droit dans les yeux. Il avait un regard lourd, un regard d'ouvrier, le regard d'un homme qui sait qu'il a raison. On peut changer les boîtes de vitesse toutes les heures, ça ne servira à rien. Les chars ne rouleront pas. Ils resteront sur place, à brûler de l'embrayage, jusqu'à ce que les Allemands les brûlent. Le capitaine ôta sa casquette, passa la main dans ses cheveux mouillés. Il comprenait. Tout le monde comprenait. Mais il avait le règlement. Il avait des ordres. Et il avait la responsabilité. « Tu comprends ce que tu proposes ?» La voix de Voronov se fit plus basse, mais plus dure. « Tu veux souder de l'acier de construction sur de l'acier à haute teneur en manganèse. Tu sais ce qui va se passer? Revenu thermique. Le patin cassera à la première charge. La chenille se rompra au combat. L'équipage périra. Et toi, Soukoroukov, et moi avec toi, on sera envoyé en cour martiale pour sabotage. C'est de la détérioration de biens publics. Ça ne cassera pas si on soude intelligemment, riposta Ivan. Il faut des électrodes de qualité, courant 250 ampères. On soude par courtes touches, on laisse refroidir. Le patin Hadfield est un acier capricieux, mais si on ne surchauffe pas la zone thermiquement affectée, il tiendra. Si. Le capitaine arpentait nerveusement l'étroite tente. Tu as un plan approuvé? Tu as l'autorisation de l'ingénieur en chef du régiment? J'ai la physique, camarade capitaine, et j'ai 2 heures avant l'aube. Soukoroukov prit le morceau de cornière refroidi et l'appliqua sur le patin. Regardez, hauteur de l'aile, 40 mm. La surface d'appui de l'arête n'est rien du tout, quelques centimètres carrés. La pression à ce point sera colossale. Le char pèse 30 tonnes. Divisez le poids par la surface de ses arêtes. On obtiendra une pression de centaines d'atmosphères. Cette cornière tranchera n'importe quel bout comme un couteau dans du beurre et s'accrochera au sol ferme. Le char avancera. Voronov regardait le morceau de ferraille rouillé pressé contre le patin sale. Il y avait là quelque chose de barbare, de grossier, d'anti-scientifique. Les instructions d'usine
étaient écrites dans des bureaux propres, par des gens en blouse blanche. Ils calculaient la durée de vie du train de roulement pour 5000 kilomètres. Mais ici, dans l'enfer du saillant de Koursk, la durée de vie se mesurait en minutes de combat. « Et si la cornière s'arrache ?» demanda le capitaine, déjà moins sûr de lui. « Elle partira comme un éclat d'obus. »« Si elle s'arrache, alors elle s'arrache. On en mettra une neuve. Mais le char bougera. Un char immobile, c'est juste un tas de ferraille, camarade capitaine. Alors qu'un char avec des cornières, c'est une unité de combat. » Voronov garda le silence une longue minute. Il regardait les mécaniciens épuisés, Sukhorukov debout devant lui, avec le chalumeau dans une main et un morceau d'acier dans l'autre. Le capitaine savait qu'il risquait ses épaulettes et sa tête. Pour modification de la structure d'une machine de guerre sans sanction d'en haut en temps de guerre, on fusillait pour moins que ça. Mais il se souvenait aussi des T-34 brûlant dans les champs, incapables de présenter leur blindage frontal à l'ennemi parce que leurs chenilles patinaient dans la boue. « Combien de temps il te faut pour une machine ?» demanda-t-il d'une voix sourde. « Si vous me donnez 4 soudeurs et des électrodes, on fait la compagnie dans la nuit. 10 machines. » La compagnie. Voronov secoua la tête. « Tu es culotté, Sukhorukov. Si une seule chenille casse à la soudure, je monterai dans le premier char moi-même, » l'interrompit le sergent, « à la place du mécano. Si ça casse, je resterai là-bas. » Le capitaine fit un geste de la main, comme pour chasser une hallucination. « D'accord, fais-le. Mais officiellement, je ne t'ai rien permis. C'est ton risque, sergent, et ta responsabilité. Prends les électrodes dans la 3e caisse. C'est le stock d'avant-guerre, des UONI-13. Ne t'avise pas de bousiller les patins. » Voronov fit demi-tour et sortit sous la pluie, laissant derrière lui un sillage d'inquiétude et d'espoir inexprimé. Sukhorukov expira. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de la tension du moment. L'autorisation était obtenue, même si elle était tacite, à la limite de la faute. Maintenant, commençait le vrai travail. « Vous avez entendu ?» Ivan se tourna vers les mécaniciens figés. « Petrov, file chercher les électrodes. Sidorov, allume le 2e poste. Vassia, tu te charges de la découpe des cornières. Pas besoin de mesure, coupe sur le modèle. » Il ralluma le chalumeau. Désormais, il n'y avait plus de doute dans ses gestes. Le plan était simple comme un tir à bout portant. Prendre un patin standard, prendre une cornière standard, et à l'aide de l'arc électrique et d'un bon juron, les unir en un tout. Transformer le ski lisse en un instrument de guerre dentu. Sukhorukov prit la première cornière, nettoya la zone de contact à la brosse métallique jusqu'à l'éclat de l'acier. La boue et la calamine volaient de tous côtés. Il savait ce qu'il faisait. Ce n'était pas juste de la soudure, c'était de la chirurgie. Il allait transplanter au char de nouveaux organes de mouvement. Des organes non prévus par les constructeurs, mais vitalement nécessaires ici et maintenant. Les étincelles du premier contact de l'électrode jaillirent dans tous les sens, éclairant le visage résolu du sergent. La température dans la colonne de l'arc grimpa à 6000 degrés. Le métal coula. Sukhorukov commença à tirer le cordon. Régulier, écaillé, fiable. L'acier contre l'acier. L'obstination contre l'obstination. Dans cette nuit remplie du fracas de la canonnade lointaine, sous une petite tente en bâche, une invention naissait. Sans brevet, sans plan, sans justification scientifique. Elle naissait du désespoir, de l'ingéniosité et d'un morceau de profilé rouillé de 40 par 40. Une invention dont le prix était la vie. La nuit au-dessus de la base de réparation fut déchirée en lambeaux. Ce n'était pas l'artillerie, c'était l'arc électrique. 10 postes de soudure s'allumèrent simultanément, faisant chuter la tension des générateurs de campagne. Les moteurs diesel des groupes électrogènes rugirent péniblement, crachant des volutes d'échappement noirs dans l'air humide.
Le char numéro 207 était le premier dans la file. Une énorme carcasse immobilisée, aux chenilles démontées. Les bandes de patins étaient étalées sur le sol, rappelant les colonnes vertébrales de sauriens préhistoriques. On avait déjà ôté la boue, décapé le métal jusqu'à un éclat gris et mat. Maintenant, commençait le sacrement de l'union. Le sergent-chef Ivan Sukhorukov baissa son masque. Le monde disparut, englouti par la noirceur du verre. Il ne restait que le point de contact. Il gratta l'acier avec l'électrode. Un flash. Une tache blanche aveuglante, au centre de laquelle fondait l'essence même de la guerre. La température dans la zone de soudure atteignait 6000 degrés. La cornière en acier, pressée par un serre-joint contre le patin, chauffait au rouge cerise. Sukhorukov guidait l'électrode avec fluidité, décrivant des croissants avec la pointe. Il lui fallait fusionner l'acier visqueux et mou du profilé avec la fonte au manganèse capricieuse et dure du patin. C'était une mésalliance métallurgique. Si on maintenait l'arc un peu trop longtemps, on surchauffait le patin et il devenait fragile comme du verre. Il casserait sous un coup de masse. Si on se précipitait un peu trop, on obtenait un manque de fusion et la cornière sauterait au premier virage. « Le courant! Augmente le courant !» hurla Ivan sans lever son masque. Sa voix se noyait dans le crépitement des décharges. L'assistant se précipita vers le rhéostat du poste de soudure, tourna la poignée. L'arc se mit à chanter plus méchamment, plus durement. Le métal coula plus docilement, se déposant en écailles de soudure régulières et denses. L'odeur était insupportable. Peinture brûlée, calamine, fumée âcre de l'enrobage des électrodes et ozone qui irritait la gorge. Il n'y avait pas de ventilation. La bâche de la tente retenait ce cocktail chimique à l'intérieur, faisant tousser les hommes et frotter leurs yeux larmoyants. Sukhorukov travaillait comme un automate. Flash, cordon, coup de marteau pour faire sauter le laitier. Inspection, passage au patin suivant. Flash. Ses bras commençaient à s'engourdir. La vibration du porte-électrode, le poids du câble, la posture statique, tout cela s'accumulait, transformant les muscles en pierre. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Il fallait souder 144 cornières sur un seul char. 72 par chenille. Et encore, c'était si on soudait sur chaque patin. Ils avaient décidé de souder tous les 5 patins. Même ainsi, cela faisait environ 30 cornières par machine. 30 soudures, dont chacune devait être impeccable. Électrode! Une main dans une moufle en bâche se tendit dans la zone aveugle. Petrov inséra aussitôt une nouvelle tige dans le porte-électrode. Le mégot vola dans la boue en sifflant comme un serpent. Le temps perdit son sens. Seul le rythme restait. Brûler une électrode, 3 minutes. Changement, 5 secondes. Nettoyage, 1 minute. Ce convoyeur broyait les forces des hommes plus vite que des meules ne broient le grain. « Le 20e est prêt !» cria quelqu'un depuis l'obscurité du poste voisin. « Ne bâcle pas !» répondit Sukhorukov, sans interrompre l'arc. « Fais sauter le laitier, vérifie les pores. S'il y a une bulle dans le cordon, coupe tout et ressoude. » Il avait peur des malfaçons. Ici, une malfaçon ne signifiait pas un blâme, mais la mort de l'équipage. Si une cornière s'arrachait et se coinçait entre le galet et le balancier, à 40 km à l'heure, elle pouvait bloquer la chenille. Le char s'arrêterait, flanc à l'ennemi. Fin. C'est pourquoi Iva inspectait personnellement chaque cordon lorsqu'il relevait son masque pour avaler une bouffée d'air vicié. Ses yeux brûlaient. Même à travers le verre sombre du filtre, les ultraviolets atteignaient la rétine. Au matin, tout le monde aurait du sable dans les yeux, la maladie professionnelle des soudeurs quand il est impossible de regarder la lumière. Mais ce serait pour plus tard. Pour l'instant, les yeux n'étaient qu'un instrument d'optique guidant la main. Vers 3 heures du matin,
La cadence commença à chuter. Les hommes étaient épuisés. Les mouvements devinrent mous, irrités. Un des mécaniciens laissa tomber une masse sur son pied, jura grossièrement et s'assit dans la boue en serrant son genou. « Debout !» La voix de Soukoroukov claqua sèchement comme une branche qu'on brise. « Pas assis. Si tu t'assieds, tu dors. »« Ivan Dmitrievitch, j'ai plus de force, » râla le gars. « Mes mains ne tiennent plus. L'électrode danse. Attache-la. »« Quoi ? Attache ta main au porte-électrode avec un chiffon si tes doigts ne tiennent plus. Et soude. Les tankistes ne dormiront pas demain. Et toi non plus. » Soukoroukov tenait lui-même à peine debout. Son dos brûlait. Sa nuque était si raide qu'il devait tourner tout le buste pour bouger la tête. Il sentait la sueur couler en ruisseaux froids le long de son dos, se mélangeant à la crasse sur son corps. Sa veste ouatée était imprégnée des vapeurs de métal, devenue lourde et rigide comme une carapace. Le char numéro 207 était presque prêt. Ses chenilles, encore lisses et impuissantes peu avant, se hérissaient maintenant de rangées de dents d'acier. Des excroissances grossières, anguleuses, soudées à mort, changeaient l'aspect même de la machine. Elle devenait prédatrice, agressive. Ivan termina le dernier cordon sur la chenille gauche. Le mégot d'électrode tomba du porte-électrode. Il releva son masque. Son visage était noir de suie, avec des cercles blancs autour des yeux laissés par les lunettes, comme un raton laveur. Il regarda son travail. Le cordon était régulier, avec une transition fluide de la cornière au corps du patin. Cathète, 8 mm, sans morsure, sans retassure. La couleur de recuit sur le métal indiquait un régime de température correct. « Assemblage !» commanda-t-il, en crachant une salive noire. « Tendez les chenilles !» Les mécaniciens, titubants, tirèrent les câbles. Le cliquetis du métal contre le métal résonna dans la nuit comme une musique. Les lourds patins, maintenant alourdis de 3 kilos chacun, rampaient à contre-cœur sur les barbotas. On enfonça les axes à coups de masse, les logeant dans les œillets avec un son sourd et dense. Le capitaine Voronov jeta de nouveau un coup d'œil dans la tente. Il n'avait pas dormi de la nuit, faisant la navette entre l'état-major et la base de réparation. « Comment ça va, Soukoroukov ?»« Le 207 est prêt. Le 209, on finit le côté gauche. Le 212, en cours. Vous avez 1 heure avant l'aube. À 5h00, les machines doivent être en train de chauffer. Les Allemands peuvent attaquer au premier rayon. On aura le temps. » Soukoroukov s'approcha du bidon d'eau, puisa un liquide trouble avec une tasse et but d'un trait. L'eau avait un goût de fer. Il regarda ses mains, elles tremblaient. Un tremblement fin et désagréable dû au surmenage. Il serra le poing, essayant de calmer le tremblement. Le poing n'obéissait pas. « Petrov !» appela-t-il. « Amène le lot de cornières suivant. »« Camarade sergent-chef, vous devriez vous reposer. Je finirai de souder moi-même. »« Soude !» opina Ivan. « Mais je resterai à côté. Contrôle. » Il ne pouvait pas partir. Il n'en avait pas le droit. Cette nuit n'était pas juste un quart de travail. C'était un marathon de survie, où le ruban d'arrivée n'est pas une médaille, mais le bruit d'un moteur qui tourne et le cliquetis des chenilles mordant la terre. L'arc de soudure jaillit à nouveau, arrachant à l'obscurité les visages fatigués des hommes et le profil prédateur du patin modernisé. Il restait 58 minutes avant l'aube. 58 minutes de feu, de fumée et d'acier en fusion. Le matin du 5 juillet 1943 se leva sans soleil. L'aube marqua seulement la frontière entre un ciel noir et une terre grise. La pluie avait cessé, mais elle avait fait son œuvre. Le terrain choisi pour les essais constituait un piège parfait, une cuvette détrempée où la boue arrivait aux genoux d'un homme. C'était cette même substance qui arrêtait les armées, épaisse,
collante, aspirant les bottes avec un bruit de succion. Le char T-34, portant le numéro de bord 207, se tenait sur la position de départ. Extérieurement, il ne différait en rien des centaines d'autres machines, à un détail près. Sur ses patins noircissaient des excroissances fraîches et grossières. Les cordons de soudure n'avaient pas encore eu le temps de rouiller. Les cornières d'acier, soudées en biais, dépassaient comme des pointes sur un coup de poing américain. Des gens s'étaient rassemblés autour. Des mécaniciens tombant de fatigue, le capitaine Voronov commandant la compagnie, quelques tankistes. Dans leur posture se lisaient la tension et le scepticisme. Ils ne connaissaient que trop bien la physique de ce champ. Ils avaient vu des tracteurs s'y poser sur le ventre. L'idée que des morceaux de profilés de construction puissent changer les lois du frottement semblait, pour le dire poliment, naïve. À l'intérieur de la machine, à la place du mécanicien conducteur, se trouvait le sergent-chef Sukhorukov. Il avait tenu parole. C'était son risque et son examen. Il ajusta son siège, vérifia les leviers. Ses mains, qui tremblaient encore une heure plus tôt de surmenage, tenaient maintenant les commandes fermement. Dans les écouteurs de son casque, la radio grésillait. « 207, prêt au démarrage ?» La voix de Voronov sonnait sèchement. « Prêt », répondit Ivan. « Mission, passage en ligne droite sur 100 mètres, demi-tour à 180, retour. Si tu t'enlises, on ne te sortira pas. On n'a rien pour. » Sukhorukov appuya sur le bouton du démarreur. L'air comprimé frappa dans les cylindres, suivi du gazole. Le diesel 12 cylindres V2 toussa une fumée bleuâtre et rugit, montant en régime. Une vibration traversa le châssis, se répercutant dans la colonne vertébrale. C'était le battement de cœur d'une bête prête à bondir. Ivan débraya l'embrayage principal, passa la seconde. D'habitude, dans une telle boue, on démarrait en première, en rampant, de peur de faire patiner les chenilles. Mais là, il fallait tester la solidité de la théorie. Ça passe ou ça casse. Il relâcha doucement la pédale et mit les gaz. D'habitude, à ce moment-là, il se passait la chose suivante. Le moteur montait en régime, les chenilles commençaient à tourner furieusement, creusant un trou sous elles, et le char s'affaissait lentement. Mais aujourd'hui, la physique eut un raté. Plus exactement, elle se mit à fonctionner différemment. Le char tressauta, brusquement, brutalement, comme si on lui avait donné un coup de pied au cul. La tête de Sukhorukov partit en arrière, heurtant l'appui-tête. Les chenilles ne patinaient pas. Les cornières d'acier, en mordant dans la gadoue molle, agissaient comme les pales d'une roue à aube. Elles perçaient la couche supérieure glissante et trouvaient un appui en profondeur. La boue, qui colmatait auparavant le relief, s'envolait maintenant de sous les patins en énormes mottes, projetées à 5 mètres en arrière. La machine bondit en avant. « Il y a contact !» hurla quelqu'un dehors. Mais Ivan ne l'entendit pas. Il ne voyait que l'étroite fente du triplex et les buissons qui s'approchaient à toute allure. Le compteur de vitesse s'anima. L'aiguille, qui dans de telles conditions tremblait d'habitude autour de la marque des 5 km à l'heure, grimpa avec assurance vers la droite. 10, 15, 20. Sukhorukov passa la 3e. La boîte craqua, mais la vitesse passa. Le moteur hurla de sa voix de basse, sentant la charge, mais y faisant face. Le char avançait dans le marais comme une vedette sur l'eau. Il ne rampait pas, ne patinait pas. Il volait. 30 km à l'heure. 40. 42, se cria Ivan à lui-même, n'en croyant pas ses yeux. 42, putain de merde. C'était la vitesse d'un bon camion sur route. Ici, dans l'enfer de boue, cela ressemblait à de la téléportation. 30 tonnes d'acier filaient à travers le tout-terrain,
éclaboussant la boue en éventail, créant derrière elle un sillage noir. Devant, il y avait le virage, le moment le plus dangereux. Sur un sol glissant, en tentant de tourner, le char continuait généralement tout droit par inertie, partant en dérapage incontrôlé. Les chenilles perdaient l'adhérence latérale. Soukoroukov tira le levier gauche vers lui. La machine obéit instantanément. La chenille gauche se bloqua, mordant la terre avec ses cornières. La droite continuait de tracter. Le char fut projeté sur le côté, le châssis s'inclina, mais il prit le virage. Il le prit selon une courbe nette, sans dérive, sans chassé. Les cornières tenaient le vecteur de force latérale, agissant comme les pointes de crampons d'alpinisme sur la glace. Ivan sentait la force centrifuge le plaquer contre le flanc de l'habitacle. C'était une sensation oubliée. La sensation de contrôle total sur la machine. Il n'était plus un passager dans une boîte incontrôlable. Il était pilote. Le demi-tour à 180 degrés se passa tout aussi proprement. Le char fit volte-face pratiquement sur place, projetant de sous ses chenilles une fontaine de terre noire de 2 mètres de haut. Soukoroukov redressa la machine et mit les gaz à fond pour le retour. Au poste d'observation régnait la stupeur. Le capitaine Voronov en avait oublié ses jumelles. Il regardait la machine rugissante qui fonçait sur eux, grandissant à vue d'œil. « Regarde ce qu'il fait !» chuchota un vieux motoriste debout à côté. « Il trace comme sur de l'asphalte. »« Ce n'est pas de l'asphalte, » répondit Voronov, sans détacher son regard. « C'est, Petrovitch, de l'ingénierie compétente. » Le char freina à 10 mètres du groupe, piquant du nez. L'inertie s'éteignit et la machine se figea, enveloppée de vapeur et d'odeur d'huile chaude. Le moteur passa au ralenti, ronronnant régulièrement. L'écoutille du mécanicien conducteur s'ouvrit. Ivan Soukoroukov sortit sur le blindage. Son visage était éclaboussé de boue, mais ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux. Il sauta à terre, ses pieds s'enfoncèrent jusqu'aux chevilles dans la gadoue. Mais le char se tenait sur cette gadoue avec assurance. Les mécaniciens coururent vers lui. Ils ne regardaient pas lui, mais les chenilles. « Propre !» cria Petrov, en passant la main sur un patin. « Regardez les gars, auto-nettoyage !» Effectivement, les cornières travaillaient à l'éjection. La boue ne collait pas entre elles. Elle était expulsée vers l'extérieur sous la pression. Les patins étaient mouillés, sales, mais le relief restait fonctionnel. Volonov s'approcha lentement. Il fit le tour du char, regarda les traces profondes et nettes laissées par la machine. Ce n'étaient pas les ornières floues d'un véhicule qui patine, c'étaient des empreintes de dents, des blessures profondes et déchirées dans la terre, montrant avec quelle force le métal s'était repoussé du sol. « Quelle était la vitesse sur la ligne droite ?» demanda le capitaine. 42 km/h au compteur, camarade capitaine, rapporta Soukoroukov. Dans le virage, j'ai réduit à 20. Maniabilité, 100%. Distance de freinage normale. Volonov secoua la tête. Il n'arrivait toujours pas à assimiler ce qu'il venait de voir. En une nuit, avec un poste de soudure et un tas de ferraille, ils avaient transformé une cible immobile en bolide de course. 5 kilomètres, c'était la limite hier, dit doucement le capitaine. 5 contre 42. 8 fois plus. Tu comprends, sergent, ce que tu as fait? Tu as augmenté la mobilité tactique de près d'un ordre de grandeur. J'ai juste ajouté de l'adhérence. Ivan haussa les épaules, s'essuyant les mains avec un chiffon. De la physique, camarade capitaine. La force de frottement a changé de signe. Maintenant, elle travaille pour nous, et non contre nous. Une foule s'était déjà rassemblée autour du char. La rumeur du char volant s'était répandue sur la base instantanément. Des tankistes d'autres équipages tâtaient les cornières, discutaient, juraient d'admiration. « Allez, on circule !» aboya Volonov,
retrouvant son ton de commandement. « Soukoroukov, présent! Rassemble les équipes, tous les postes libres à la soudure. Mobilise tous ceux qui savent tenir une pince. Ouvrir le stock de réserve, distribuer toutes les électrodes. » Le capitaine regarda sa montre. « On a un régiment à l'arrêt. D'ici ce soir, tout le régiment de chars doit être rechaussé. Si une machine roule comme ça, imagine ce que fera une centaine de machines pareilles en partant à l'assaut. Les Allemands s'attendent à ce qu'on rampe. Et nous, on va voler. » Voronov sourit pour la première fois en 24 heures. C'était un sourire prédateur, méchant. « Au travail, Ivan. Maintenant, ce n'est plus une expérience. C'est une mission de combat. Lance la chaîne de montage. » Soukoroukov opina. La fatigue tomba de nouveau sur lui. Mais c'était maintenant une autre fatigue. La lourdeur agréable du devoir accompli. Il regarda son char, sale, prédateur, dentu. Il était prêt au combat. La boue, qui hier encore était une malédiction, était devenue leur allié. Parce que les chars russes avaient appris à marcher dessus sans demander la permission à la météo. « Petrov !» cria Ivan, couvrant le bruit de la foule. « Amène le chalumeau, on a du pain sur la planche !» Le matin du 5 juillet prit définitivement ses droits. Et bien que le ciel fût encore gris, sur terre, au milieu de la boue et du fer, commençait une nouvelle ère de la guerre de manœuvre. L'ère de la cornière en acier. L'ordre du commandement tomba à midi pile. Il était bref, comme un coup de feu, et lourd, comme une pierre tombale. Équipez tout le régiment de chars de crampons. Délai 24 heures. Le capitaine Voronov posa le combiné du téléphone de campagne et regarda Soukoroukov. Un silence s'installa dans l'abri. Un silence où l'on aurait cru entendre les cheveux blanchir. Tout le régiment. C'est 40 véhicules de combat. Si l'on compte au minimum 30 cornières par char, cela fait 1200 profilés d'acier. C'est près de 400 mètres linéaires de métal. C'est des centaines de kilos d'électrodes. Et c'est un travail infernal, surhumain, pour des hommes qui n'ont pas dormi depuis 2 jours. « On va y arriver ?» demanda le capitaine, bien qu'il n'y eût pas de question dans sa voix. Il n'y avait qu'un ordre. « On n'a pas de métal », répondit Ivan en regardant la carte. « Au dépôt du bataillon, il reste 10 mètres de cornière. C'est pour une seule machine. On a pris tout le reste cette nuit. »« Cherche !» Voronov pointa un doigt sur la carte où noircissaient les ruines d'une gare bombardée à 3 kilomètres de là. Il y avait des entrepôts là-bas. Il y avait des hangars. Les Allemands ont tout réduit en gravats, mais le métal ne brûle pas. Prends un camion, prends des hommes avec des chalumeaux. Sors-moi cet acier de sous la terre. 15 minutes plus tard, un camion semi-chenillé, moteur hurlant, pétrissait la boue sur la route de la gare. Dans la benne étaient secoués 5 soldats avec des bouteilles de gaz. Soukoroukov était assis dans la cabine, agrippé à la poignée de porte. Il ne regardait pas la route, mais les squelettes détruits des bâtiments qui défilaient dans le rideau de pluie. Son regard fonctionnait maintenant comme un scanner, réglé sur une seule onde, le fer. La gare les accueillit avec une odeur de brûlé et un silence qu'on ne trouve que dans les cimetières. Des tas de briques cassées, des rails tordus, des cratères remplis d'eau trouble. « Dispersez-vous !» commanda Ivan en sautant de la cabine. « On cherche de la cornière, du profilé en U, en I, tout ce qui a un angle droit. Épaisseur de l'aile, pas moins de 4 mm. Ne prenez pas de fer à béton, c'est rond, c'est pas pratique à souder, ça ne donnera pas d'adhérence. » Les hommes se dispersèrent dans les ruines. C'étaient des pillards malgré eux, des charognards de guerre, cherchant non pas de l'or, mais de l'acier de construction rouillé. « Sergent, ici !» cria l'un des soldats, debout sur un tas de décombres de ce qui était autrefois un atelier de réparation. Soukoroukov grimpa là-haut. Sous l'amas de dalles de béton,
On voyait des poutrelles, de puissantes fermes en acier soudées à partir de cornières. Le pactole. « Coupe !» Ivan fit un signe de la main. « Juste ici. Amenez les bouteilles ici. » « Il y a eu un tir de mortier ici il y a une demi-heure, camarade sergent, » dit le soldat avec doute en regardant les cratères frais. « L'endroit est réglé. »« Coupe, j'ai dit. Il ne nous reste pas longtemps à vivre ici. Il faut travailler. » L'acétylène siffla. Les langues bleues de flamme mordirent dans les structures du bâtiment effondré. Le métal cédait à contre-cœur. Il était sous tension, sous le poids du béton. Lorsque le chalumeau brûla la première poutre et se détendit avec un tintement sonore, manquant d'assommer le découpeur. Les étincelles pleuvaient sur les briques mouillées, sifflant dans les flaques. Il travaillait à ciel ouvert, ignorant le sifflement des obus perdus qui tombaient quelque part derrière la lisière de la forêt. C'était de l'extraction de minerais en zone de mort. Chaque mètre de cornière extrait valait le risque d'être couvert par une salve. Mais il coupait. Il chargeait les chutes brûlantes au bord tranchant dans la benne du camion. Les mains dans les moufles en bâche glissaient. Le métal brûlait même à travers le tissu, mais la benne se remplissait. Quand ils revinrent à la base, on y déployait déjà la chaîne de montage. Soukourokov, à peine sorti du véhicule, prit immédiatement les commandes. Ici, au milieu du fracas et des jurons, il était le chef d'orchestre de cet ensemble de fer. « Écoutez la mission !» Sa voix, cassée par les cris, râlait, mais couvrait le bruit des moteurs. « On organise le flux. Premier groupe, découpe à la taille. Deuxième, nettoyage. Troisième, soudure. Amenez les machines une par une. Fini, elle part, la suivante arrive. » C'était le système Ford transposé dans la boue de la zone de front. Aucun mouvement superflu. Chaque soldat ne faisait qu'une seule opération. L'un ne faisait que couper le profilé en morceaux de 30 cm. Un autre ne faisait que nettoyer la zone de soudure sur le patin. Un troisième ne faisait que pointer la cornière. Le quatrième soudait définitivement. La logistique du processus était rigoureusement établie. Les cornières, encore chaudes après la découpe au gaz, volaient vers les nettoyeurs. De là, vers les chars. Les câbles de soudure serpentaient sur le sol, s'entremêlant en un motif complexe. On résolvait la pénurie de câbles simplement, en tordant des morceaux ensemble, isolés avec des chiffons. Les pertes de courant étaient monstrueuses. Les appareils chauffaient, mais l'arc brûlait. Soukourokov marchait le long de la ligne, vérifiant la qualité. « Fais sauter le laitier !» hurlait-il sur un jeune soudeur qui, dans la précipitation, avait oublié de passer le marteau sur le cordon. « Tu soudes pour qui? Pour le Fritz? Si tu laisses du laitier, ça va corroder, le joint va péter, à refaire !»« Ivan Dmitrievitch, on n'a plus d'électrodes !» rapporta Petrov, en accourant avec une caisse vide. « Chez l'intendance, secoue tout le monde, qu'il cherche. Demande aux transmetteurs, aux sapeurs. Tout ce qui brûle et qui fond, ici. » Les hommes travaillaient comme des mécanismes remontés. Les visages avaient noirci de suie, les yeux étaient enflammés par les éclats constants de l'arc. Mais personne ne partait. Les mécaniciens comprenaient. Là-bas, en première ligne, les équipages attendent ces chars comme le salut. Chaque cornière soudée est une chance de survie. C'est 5 km de vitesse en plus. C'est une manœuvre qui évitera un obus perforant. Vers la nuit, le rythme atteignit sa limite. Les hommes commencèrent à tomber, au sens propre. Le soudeur du 3e poste s'affaissa simplement sur le sol, lâchant le porte-électrode. Soukourokov accourut, jeta de l'eau de sa gourde sur son visage. « Vivant ? Vivant !» Le gars décolla les paupières avec peine. « J'ai mal aux yeux. Plus de force. L'image flotte. Lève-toi, frère. Il le faut. Là-bas, il y a un seau de tchifir. Prends une gorgée et au travail. »
On n'a pas le droit de dormir. Le thé était noir, épais comme du goudron. Il fouettait le sang, forçait le cœur à battre à la limite, extrayant de l'organisme les dernières réserves. C'était du carburant pour les hommes, tout aussi nécessaire que le gazole pour les diesels. La guerre de l'arrière n'est pas moins cruelle que la guerre du front. Il n'y a pas d'attaque directe ici, mais il y a une lutte épuisante et monotone contre l'entropie et le chaos. Cette nuit-là, le bataillon de réparation broya des tonnes de métal. Les poutres détruites, trouvées dans les ruines, se transformaient en armes. Le vieil acier de construction trouvait une nouvelle vie, devenant partie intégrante des machines de combat. À 3 heures du matin, le site ressemblait à un atelier d'usine en plein coup de feu. Des dizaines d'arcs de soudure s'allumaient simultanément, créant un effet stroboscopique. Les ombres dansaient sur le blindage des chars. L'odeur d'ozone se mêlait à l'odeur de sueur et de tabac. Soukoroukov prit lui-même la relève du soldat hors de combat. Il soudait mécaniquement, ayant déconnecté ses émotions, déconnecté la fatigue. Son monde s'était rétréci à la tache de lumière à travers le verre du masque. Le bain de métal en fusion, le mouvement de l'électrode, le court-circuit, le transfert de métal, la cristallisation. « Suivant !» criait-il en levant son masque. Le char s'éloignait avec fracas, un nouveau prenait sa place. Le convoyeur ne s'arrêtait pas une minute. À l'aube, quand la brume grise recouvrit de nouveau le terrain, le travail était terminé. 40 chars étaient alignés. Leurs chenilles se hérissaient agressivement de soudure fraîche. Ce n'était plus simplement de la technique. C'était une armada modernisée, adaptée à des conditions jugées infranchissables. Le capitaine Voronov passa le long du rang. Il semblait avoir vieilli de 10 ans cette nuit, mais dans ses yeux brillait la satisfaction. « Rapportez, sergent-chef !» Soukoroukov se redressa avec peine. Son dos ne se dépliait pas. Ses bras, noirs de calamine incrustée, pendaient comme des fouets. « Le régiment est rechaussé, camarade capitaine. Consommation de matériel, 1500 cornières. Malfaçon corrigé sur place. Machine prête au combat. » Voronov lui tendit un étui à cigarette. « Fume, Ivan. Tu as accompli l'impossible. Les ingénieurs à Moscou vont se casser la tête pour comprendre comment on a fait ça en 24 heures sans équipement d'usine. » Qu'il se la casse, Soukoroukov tira une bouffée, sentant la nicotine lui monter à la tête. Eux, dans leur bureau, ils ont chaud. Et nous, ici, on doit faire la guerre. Il regardait la colonne de chars. Il se tenait tranquille, menaçant, lourd. Mais maintenant il savait, ces mastodontes ne s'enliseront pas. Ils passeront là où le diable s'enliserait. Parce que dans chaque patin est incrusté non seulement un morceau de fer, mais la volonté d'hommes qui ont coupé des poutres sous les tirs et soudé jusqu'à la perte de connaissance. La logistique avait vaincu. Le bataillon de réparation avait gagné sa bataille. La bataille pour l'adhérence, pour la vitesse, pour la vie. Maintenant, la parole était aux tankistes. Le matin de l'attaque commença non pas par une préparation d'artillerie, mais par un silence trompeur. Les positions allemandes sur les hauteurs au-delà de la plaine inondable de la rivière Donets se reposaient dans la certitude d'une sécurité absolue. Devant eux, s'étendait 1 kilomètre de prairies basses et marécageuses, imbibées par les pluies. Pour les coins blindés de la Wehrmacht, habitués aux routes fermes d'Europe, c'était un obstacle infranchissable. Les ingénieurs allemands, pédants et pragmatiques, avaient marqué ce secteur sur les cartes comme « terrain inaccessible aux chars ». On posait rarement des champs de mines ici. La nature elle-même était le meilleur champ de mines. Dans les binoculaires des observateurs allemands, ne s'étendait qu'une plaine sale, luisant d'eau. Ils savaient, tout char risquant de s'aventurer ici se transformerait en un tas de métal immobile au bout de 50 mètres. Et un char immobile
pour un canon anti-char de calibre 88, n'est qu'une cible d'entraînement. Mais à 6h00 du matin, la physique de la guerre changea. Le bruit du rugissement croissant de dizaines de moteurs V2 força les officiers allemands à s'arracher à leur cafetière. Le rugissement était poussif, méchant, mais régulier. Ce n'était pas le bruit d'une technique qui patine quand le moteur hurle à la limite et que les chenilles restent sur place. C'était le bruit d'une prise de vitesse. De la brume matinale qui tourbillonnait au-dessus de la dépression surgirent les silhouettes. Les T-34 n'avançaient pas en coin, ni en chaîne, mais en avalanche. Et ils allaient vite. « Char !» hurla l'observateur en se cassant la voix. « Char dans le secteur Marais !» Les artilleurs allemands se précipitèrent vers leur viseur panoramique. Le tireur du premier canon tourna machinalement la manivelle, prenant l'avance. Son cerveau, entraîné par des années de guerre, donnait automatiquement la solution de tir sur cible mobile. Un char sur sol mouillé, c'est une vitesse de 5, maximum 7 km/h. Correction, un demi-corps. Coup de feu. L'obus souleva une fontaine de boue loin derrière la machine de tête. Le tireur se figea. Il ne pouvait pas s'être trompé à ce point. C'était impossible. Le char avançait à une vitesse de 35 km/h. Les contours lisses des tourelles fendaient l'air. Et en bas, sous le châssis, se déroulait cette même bataille d'ingénierie qu'avait gagnée le sergent Soukouroukov. Les cornières soudées mordaient dans le tchernosium gras. Chaque tour de barbotin enfonçait les arêtes d'acier dans la chair molle de la terre, créant un point d'appui rigide. La boue n'avait pas le temps d'agir comme lubrifiant. Elle s'envolait dessous les patins comme de la mitraille, projetée des mètres en arrière. À l'intérieur de la machine de tête, le chef de bataillon hurlait dans son laryngophone, couvrant le fracas. « Gardez la formation! Ne ralentissez pas! Gaz, bordel! Gaz !» Le mécanicien conducteur, agrippé au levier, sentait la machine comme jamais auparavant. D'habitude, dans une telle boue, le char nageait, le nez zigzagant, n'obéissant pas à la direction. Là, il avançait durement, comme sur des rails. La vibration était monstrueuse. Les cornières frappaient le sol, transmettant les coups à la caisse, secouant l'âme de l'équipage. Mais c'était la vibration du mouvement, pas celle de l'agonie de l'enlisement. « Ils avancent comme sur de l'asphalte !» cria le conducteur, montrant les dents dans un sourire fou. Son visage était éclaboussé d'huile volant de la transmission. « Camarade commandant, ils tiennent. Les cornières tiennent. »« Je vois, » répondit le commandant, collé au viseur. « Feu en marche !» Un tir de canon de char en mouvement est une loterie. Mais là, la distance se réduisait si vite qu'il était difficile de rater. Les machines soviétiques traversèrent la zone morte du Marais en 1 minute et demie. Le temps que les Allemands allouaient à l'exécution de la technique enlisée s'était contracté en un instant. Sur les ondes allemandes régnait la panique. Les intercepteurs du renseignement radio entendaient des hurlements hystériques. « Il ne s'arrête pas. Vitesse de la cible démentielle. Visée impossible. Il perce à travers la plaine inondable. » La défense allemande était bâtie sur le calcul du temps. L'artillerie devait couper l'infanterie. Les canons anti-chars devaient éliminer la technique pendant qu'elle rampait dans la boue. Mais le facteur temps avait été anéanti par la soudure. Les chars firent irruption sur le sol ferme devant les tranchées allemandes sans avoir perdu une seule machine dans le Marais. L'effet de surprise fut total. Ce n'était pas le génie tactique des généraux ayant tracé des flèches sur une carte. C'était le triomphe de la mécanique appliquée. Le T-34 de tête grimpa avec élan sur le parapet de la tranchée allemande. Choc du fond de caisse contre le sol, grincement de métal. Les chenilles aux pointes soudées broyèrent le nid de mitrailleuse avec ses servants. Les crampons, créés pour s'accrocher à la terre, déchiraient maintenant le bois des fortifications et les barbelés, les enroulant sur les galets. « Gauche va, anti-char !» cria le commandant.
le char bondit vers la gauche. Brusquement, sans dérapage. La soudure sur les patins mordit le sol, assurant une réponse instantanée à la manœuvre. L'obus allemand, tiré vers l'endroit où le char aurait dû se trouver selon la logique de l'inertie, passa à côté, soufflant de l'air brûlant sur le blindage. « Raté !» souffla le chargeur, en enfournant un explosif dans la culasse. Ici, en combat rapproché, l'avantage de la maniabilité valait l'épaisseur du blindage. Les tigres, en embuscade sur les flancs, n'avaient pas le temps de tourner leurs tourelles. Les chars soviétiques tournoyaient comme des toupies, changeaient les vecteurs d'attaque, profitant du fait que leurs chenilles ne glissaient pas. Sukhorukov se trouvait alors dans sa machine, dans la deuxième vague. Il ne tirait pas. Sa tâche était d'écouter et de regarder. Il n'écoutait pas la radio, mais les bruits du train de roulement. Le cliquetis des patins était différent, plus dur, plus sonore. Mais il ne cassait pas. Les cordons de soudure, faits dans la nuit sous la pluie, tenaient les charges monstrueuses des chocs et du couple. Il vit devant lui le char du lieutenant Petrov engager un virage serré, évitant une collision frontale avec un automoteur Ferdinand. Un patin ordinaire dans un tel virage sur la boue aurait décroché, le char se serait retrouvé de flanc sous le tir. Mais la machine de Petrov, soulevant des fontaines de terre, s'inscrivit dans la courbe et arriva sur l'arrière de l'Allemand. Tir à bout portant. Explosion des munitions de l'automoteur. La tourelle du monstre allemand vola sur le côté. « Ça marche !» chuchota Sukhorukov en essuyant la sueur de son front. « Ça marche, bon sang !» Le champ de bataille s'était transformé en chaos. Mais dans ce chaos, les tankistes soviétiques avaient un avantage décisif. L'adhérence. Ils dictaient le rythme. Ils choisissaient la distance. Ils imposaient leur volonté à l'adversaire, qui s'attendait à une chasse au canard facile et se retrouvait face à une meute de loups enragés. Les ondes du régiment étaient saturées non pas d'appels à l'aide, mais d'ordres méchants et excités. « 3, contourne par la droite, le sol est mou, tu passeras. Reçu, j'y vais, j'ai de la croche. 5, écrase le canon, n'aie pas peur du ravin, ça passera. » Le ravin, qui hier encore aurait été une tombe pour un char, était devenu aujourd'hui une ruse tactique. La machine numéro 212 plongea dans une profonde ravine, se cachant du feu, et aussitôt, moteur rugissant, jaillit de l'autre côté, droit sur le flanc de la batterie allemande. Les cornières, comme des griffes d'alpinistes, hissèrent les 30 tonnes de poids sur une pente glissante à 30 degrés. À midi, la défense sur les hauteurs était percée. Les unités allemandes, chassées de leur position, se repliaient en abandonnant leur armement lourd. Ils n'avaient pas perdu parce qu'ils avaient moins de chars ou de moins bons canons. Ils avaient perdu parce que leur calcul s'était heurté à une variable absente de leurs équations. Cette variable s'appelait l'ingéniosité russe, multipliée par une cornière d'acier 40 par 40. Lorsque le combat commença à s'apaiser et que les chars s'arrêtèrent pour ravitailler sur les lignes conquises, le commandant du régiment s'approcha de la machine de Sukhorukov. Il sauta de sa jeep, s'approcha de la chenille du char, d'où montait de la vapeur. Des lambeaux d'herbe, de fils de fer et d'uniformes allemands pendaient au patin. Les cornières étaient polies jusqu'à un éclat miroir par le frottement contre la terre, tordues par endroits, mais tout était en place. Aucun joint n'avait lâché. Le colonel ôta son gant et toucha le métal brûlant de la soudure. « Alors, le rationalisateur ?» dit-il en regardant Sukhorukov sortir de l'écoutille. « Les Allemands hurlent à la radio à propos de « chars diaboliques » qui volent sur le marais. Ils demandent si on n'est pas sur coussin d'air. « Sur coussin d'acier, camarade colonel », répondit Ivan en allumant une cigarette de ses mains tremblantes.
sur de l'acier ordinaire. Je te proposerai pour une décoration, lâcha brièvement le colonel. Toi et toute ta bande de soudeurs. Mais l'important n'est pas la médaille, sergent. L'important, c'est ça, là-bas. Il fit un signe de tête vers le champ jonché de techniques allemandes en feu. Aujourd'hui, on est passé là où c'était impossible de passer. Et ça vaut plus cher que tout l'or du monde. Vérifie les galets, sergent. Dans 1 heure, on repart. La pluie commence. Ivan regarda le ciel. Les nuages couvraient à nouveau l'horizon, promettant une nouvelle averse. Mais maintenant, cette pluie ne provoquait plus de peur. La boue n'était plus un ennemi. Elle était juste une surface. Une surface qu'ils avaient appris à vaincre. Le silence qui suivit la percée s'avéra trompeur. À peine les canons avaient-ils refroidi et la poussière retombée, qu'un nouvel adversaire apparut sur les positions du régiment de chars. Il n'arrivait pas sur des chenilles, mais sur des roues, dans une Jeep propre, non éclaboussée de boue. C'était la commission technique du front. Des ingénieurs inspecteurs, des hommes avec des porte-cartes, des pieds à coulisses et des pouvoirs capables de vous envoyer en cour martiale plus vite que le service spécial. La guerre contre la physique était terminée. La guerre contre le papier commençait. Le sergent-chef Soukoroukov fut convoqué à la tente de commandement. Près du char numéro 207 se tenaient déjà 3 hommes. 2 officiers en vareuse parfaitement ajustés et un spécialiste civil avec des lunettes aux verres épais. Un représentant du commissariat à l'industrie des chars. Il regardait les chenilles du char non pas avec l'admiration de l'infanterie, mais avec le dégoût de procureur examinant une arme du crime. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'ingénieur-major qui dirigeait la commission pointa un doigt vers la cornière soudée. Son doigt était propre, avec un ongle soigné, ce qui contrastait nettement avec les mains pleines de cambouis des mécaniciens alentour. « Crampons d'adhérence supplémentaires, camarade major », répondit Soukoroukov en se mettant au garde à vous. « Crampons d'adhérence ?» Le major eut un petit rire, mais ses yeux restèrent froids. « Ça, sergent, ça s'appelle du sabotage. Ça s'appelle une modification non autorisée de la structure du train de roulement, approuvée par la norme d'État. Savez-vous ce que vous avez fait ?» Il se tourna vers le capitaine Voronov, qui se tenait à côté, sombre comme un nuage. « Capitaine, comprenez-vous que vous avez perturbé la cinématique du mouvement ? Vous avez alourdi la chenille. Vous avez créé un déséquilibre qui détruit les roulements de la roue folle et du barbotin. Mais le plus terrible, c'est la soudure. » Le spécialiste civil s'avança, sortit une loupe de sa poche et s'accroupit près du patin. La nuance d'acier du patin est 35G13L, acier Hadfield, commença-t-il d'un ton professoral, comme s'il était dans un amphithéâtre et non dans un champ près de Koursk. Acier austenitique à haute teneur en manganèse. Il n'est pas conçu pour être soudé avec de l'acier de construction ordinaire ST3 dont sont faites vos cornières. Lors d'un chauffage au-dessus de 300 degrés, des carbures précipitent dans la zone thermiquement affectée. Le métal devient cassant. Il leva la tête, regardant Soukoroukov de bas en haut. « Vous avez transformé les patins en verre, jeune homme. Au choc contre une pierre, cette chenille devrait tomber en miettes. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici est un pur hasard. La chance des imbéciles. » Soukoroukov se taisait. Une colère sourde et lourde bouillonnait en lui. C'était la colère du praticien qui avait sorti le régiment du Marais de ses propres mains, contre un homme qui ne voyait les chars que sur des plans et des polygones aux revêtements durs. « Permission de répondre ?» La voix d'Ivan sonna sourde. « Essayez de vous justifier. L'acier Hadfield est effectivement capricieux, mais nous avons soudé par cordon court, en quinconce, sans permettre la surchauffe de la base. Nous avons utilisé des électrodes UONI 13, donnant un joint plastique. Aucun patin n'a cassé.
Nous avons fait 20 kilomètres de combat, camarades ingénieurs, à travers ravins et cratères. Pas cassé, c'est pour l'instant, coupa le major. La fatigue du métal s'accumule. Il y a déjà des micro-fissures. Vous avez réduit la ressource du train de roulement de 2000 kilomètres à, Dieu veuille, à 100. Qui vous a donné le droit de disposer des biens de l'État? Un char coûte 200 000 roubles. Vous avez abîmé 40 machines. C'est 8 millions de pertes. Voilà la logique de l'arrière. L'arithmétique des roubles contre l'arithmétique de la vie. Le major voyait dans le char une valeur matérielle, un numéro d'inventaire, une ressource en heures moteur. Soukoroukov voyait dans le char la seule coquille séparant l'équipage de la mort. Si nous n'avions pas soudé les cornières, dit doucement Ivan, en regardant droit dans les lunettes du major, ces chars seraient restés dans cette dépression, et les tigres allemands les auraient brûlés gratuitement. Leurs ressources auraient été de 0 kilomètre. Ne m'apprenez pas la tactique, sergent, s'emporta le major. Votre affaire, c'est de serrer des écrous selon l'instruction. Il existe un manuel de réparation de campagne. Point 42. Il est interdit de souder tout élément au patin. Avez-vous lu le manuel? Lu. Donc vous avez violé les règles intentionnellement. Capitaine Voronov, rédigez une explication. Je dresse un acte de négligence criminelle et de détérioration de la technique confiée. Les matériaux iront au tribunal. Chenilles à remplacer. Coupez les cornières immédiatement. Voronov serra les poings à s'en blanchir les jointures. L'ordre de couper les cornières signifiait désarmer le régiment face à la Rasputitsa. C'était un suicide, certifié par un tampon. À cet instant, le pan de la tente s'écarta et le commandant du régiment sortit. Le colonel était sans casquette, sa veste ouatée déboutonnée, un bras en écharpe. Il avait entendu la conversation. « Major », la voix du colonel était calme, mais d'autant plus effrayante. « Écartons-nous ». La commission et le commandant s'écartèrent vers la table d'état-major, dépliée directement sur des caisses d'obus. Le colonel jeta une feuille de papier sur la table. « Lisez. »« Qu'est-ce que c'est » Le major prit avec dégoût la feuille griffonnée au crayon. « Le rapport des pertes pour le combat d'aujourd'hui. » L'ingénieur parcourut les lignes des yeux. « Et alors ?»« Pertes en technique, 0. Pertes en personnel, 3 blessés. Ennemis détruits, 5 chars, 2 automoteurs, 3 batteries, jusqu'à 1 bataillon d'infanterie. Tête de pont conquise. » Le colonel alluma une cigarette, soufflant un jet de fumée au visage de la commission. « Et maintenant, écoutez-moi, les ingénieurs. Mon voisin de gauche, le 121e régiment, est parti à l'attaque sans cornière, strictement selon l'instruction. Savez-vous où ils sont maintenant? Ils brûlent dans la plaine inondable de la rivière. Ils ont perdu 15 machines en 1 heure. Les équipages ont été fusillés comme au stand de tir. Ils ont respecté votre précieuse ressource de train de roulement. Ils ont économisé le métal. Seulement, ils n'ont plus rien pour se battre. Et plus personne. Le major se tut. L'argument était mortel. Les statistiques sont une chose têtue, encore plus têtue que le règlement. Vous parlez de micro-fissures? Continua le colonel en se penchant au-dessus de la table. De fatigue du métal? Un char à la guerre vit en moyenne 3 attaques. 3. Si l'on vit 5, c'est déjà un héros. Je me fous de ce qui arrivera au patin dans 1000 kilomètres. Ce qui m'importe, c'est que le char fasse 100 mètres ici et maintenant. Le sergent Soukoroukov nous a donné ces 100 mètres. Le spécialiste civil ôta ses lunettes et les essuya avec un mouchoir. Dans ses yeux apparut quelque chose ressemblant à du désarroi. La théorie de la résistance des matériaux
s'était heurté à la pratique de la résistance à l'ennemi. « Mais il y a des règles », marmonna-t-il sans assurance. « Si chacun commence à souder n'importe quoi… » « Les règles sont écrites pour des conditions standards », l'interrompit durement le colonel. « La boue de Koursk, c'est une condition non standard. C'est un cas de force majeure, et la solution du sergent est la seule qui a fonctionné. Vous pouvez rédiger vos actes, vous pouvez me traduire en cour martiale, mais je ne laisserai pas couper les cornières, et je ne laisserai pas offenser mes hommes. » Il se tourna vers Soukoroukov. « Ivan, va travailler, vérifie les soudures. Si des fissures sont vraiment apparues quelque part, ressoude. » Le major était rouge, gonflé d'indignation, mais il n'avait rien à objecter. Devant lui, ce n'était pas simplement du papier, mais la vérité vivante de la guerre. Une vérité qui se mesurait non pas en millimètres de tolérance, mais au nombre de lettres de décès qui ne seraient pas envoyées chez elle aujourd'hui. La commission repartit 1 heure plus tard. Ils rédigèrent un acte dans lequel, utilisant des formulations complexes, ils notèrent une « mesure forcée dans des conditions opérationnelles difficiles ». La machine bureaucratique grinça, mais tourna, cédant à la pression de la logique des tranchées. Soukoroukov regardait la Jeep s'éloigner. Il se sentait vide. Cette bataille avait été plus dure que le quart de nuit avec le poste de soudure. Là-bas, il luttait contre le métal qui était honnête. Ici, il luttait contre des gens qui se cachaient derrière des paragraphes d'instructions. « Ne t'en fais pas, Vania », le capitaine Volonov s'approcha de lui. « Ils font leur travail, nous le nôtre. Leur tâche est de préserver la technique pour la parade. La nôtre est de la brûler pour la victoire. Tâche différente, tolérance différente. » Ivan opina. Il s'approcha de la chenille de son char. Le cordon de soudure, à cause duquel le scandale avait éclaté, était en place. Il avait un peu noirci à cause de la chauffe en roulant, mais tenait fermement. Une fine bande de métal unissant la science de l'usine et l'ingéniosité du terrain. « Le tribunal est annulé ?» demanda Petrov, en regardant depuis derrière la tourelle. « Annulé !» eut un petit rire Soukoroukov. « Mais il faut vérifier la qualité. Amène le marteau. » On va chercher ces foutues microfissures. Il se retransforma en mécanicien. La politique et la bureaucratie restèrent quelque part là-bas, dans les états-majors. Et ici restait la mission, préparer les machines pour le lendemain. Parce que la guerre n'était pas finie, et la boue n'avait disparu nulle part. Et tant qu'elle est là, les lois de la physique seront plus importantes que les lois écrites sur le papier. Août 1943 apporta avec lui une chaleur sèche et poussiéreuse, remplaçant les pluies incessantes. La bataille du saillant de Koursk s'achevait, passant en phase d'offensive stratégique. Le fracas des canons se déplaça vers l'ouest, laissant à l'arrière une terre brûlée et des tentes d'état-major où se déroulait un autre travail. Silencieux, administratif, mais non moins terrible. C'était l'arithmétique de la guerre. À l'état-major du front, on faisait les comptes. Seulement, au lieu de roubles et de kopecks, on comptait ici les canons et les âmes. Les scribes, fatigués par l'insomnie, faisaient claquer les bouliers, totalisant les pertes. D'habitude, ces rapports étaient une marche funèbre. Un régiment de chars en phase active d'offensive brûlait en 3 ou 4 jours. C'était la norme. Une terrible statistique de consommation de matériel humain approuvée par les normes. Mais le rapport sur le 145e régiment de chars sortait du lot, comme une pépite d'or dans un tas de stériles. Le chef d'état-major essuya plusieurs fois ses lunettes, pensant que le scribe s'était trompé dans les zéros. La survivabilité des machines s'était avérée supérieure à la moyenne de 2 fois et demi. Ce n'était pas juste un chiffre.
Derrière le coefficient sec de 2,5 se cachait une anomalie physique. Des chars qui auraient dû rester des carcasses noires dans la boue du Donetsk septentrional étaient revenus au combat. Ils étaient criblés d'éclats, avec des ailes tordues, des optiques brisées, mais ils étaient vivants. Et plus important encore, leurs équipages étaient vivants. 340 hommes. Ivan Soukouroukov était assis sur le blindage de son T-34, garé à la lisière de la forêt, et fumait. Il ne voyait pas les rapports d'état-major. Il n'avait pas besoin de confirmation papier. Il voyait le résultat de ses propres yeux, juste devant lui. Une longue colonne de véhicules de combat s'étirait le long de la percée. Les diesels refroidissaient, émettant un crépitement métallique caractéristique. Les équipages sortaient sur l'herbe, enlevaient leurs casques, exposant leur visage en sueur et barbouillés au vent léger. Sans l'obstination de Soukouroukov, sans cette veille nocturne avec le poste de soudure, cette colonne n'existerait pas. À la place de gars vivants, il y aurait ici seulement de nouvelles compagnies de marche, envoyées en remplacement des morts. Le mécanicien conducteur de la machine voisine, un jeune sergent à la tête bandée, s'approcha du char. Il s'assit en silence à côté d'Ivan, sortit sa blague à tabac. « T'as vu hier ce Ferdinand, passage ?» demanda-t-il, sans regarder son interlocuteur. « Vu ?» opina Soukouroukov. « Une belle bête. Il me tenait en ligne de mire. J'ai vu dans le triplex son canon tourner vers moi. Tir direct, 400 mètres. J'ai pensé alors, ça y est, fini de rouler. Pied au plancher, et là, de l'argile comme du beurre. » Le sergent tira une bouffée, recrachant la fumée par le nez. Un patin normal aurait patiné là-bas. Une seconde de retard, et adieu la famille. Était cornière. Elles ont accroché. J'ai même senti la machine faire un bond. Une secousse, et je suis parti dans le ravin. L'obus est passé au-dessus. Il a juste coupé l'antenne. Il se tourna vers Ivan. Dans ses yeux cernés de noir par la fatigue, il n'y avait pas d'emphase. Il n'y avait que la conscience tranquille d'un miracle. Ça veut dire que je suis vivant grâce à un bout de ferraille, grâce à un morceau de profilé rouillé qui coûte 3 kopecks. C'est bizarre, la guerre. Soukouroukov garda le silence. Il n'avait rien à répondre. Il pensait à la même chose. Le prix de la vie à la guerre dépend souvent non pas de l'héroïsme, mais de détails. D'une cartouche de plus, d'une gorgée d'eau, d'un éclat d'optique remarqué à temps. Et, comme il s'est avéré, du coefficient de frottement. 340 hommes. C'est 3 compagnies complètes. C'est 340 lettres que les mères recevront non pas dans des enveloppes officielles avec un avis de décès, mais pliées en triangle avec les mots « vivant, en bonne santé, on tape le Fritz ». Ivan sauta du blindage et s'approcha de la chenille. Il s'accroupit, touchant de la main la cornière soudée. Le métal était usé, les arêtes émoussées par les chocs contre les pierres et le béton, mais la soudure tenait. Cette prothèse primitive, cousue grossièrement au corps parfait du char, s'était avérée l'arme la plus efficace. Elle avait offert la manœuvre. À l'état-major, pendant ce temps, on continuait d'analyser le phénomène. Les officiers du service opérationnel dessinaient des schémas. Ils superposaient la carte du terrain au graphique de mouvement. La conclusion était sans appel. Le régiment avait vaincu non par le feu, mais par la dynamique. « Regardez ici !» Le colonel pointait son crayon sur la carte. Les Allemands couvraient les carrés où les chars devaient s'enliser. Mais les nôtres traversaient ces zones à 40 km à l'heure. L'artillerie ennemie frappait dans le vide. Nous devancions leur mort de 2 minutes. 2 minutes dans un combat de chars, c'est une éternité. En 2 minutes, on peut recharger le canon 10 fois.
on peut parcourir 1 kilomètre. On peut vivre une vie entière. Sukhorukov ne connaissait pas les hautes mathématiques des probabilités. Il connaissait l'arithmétique du travail. Pour sauver ses 340 vies, il avait fallu 1500 cornières, 200 kilos d'électrodes, 48 heures de soudure ininterrompue et la rétine brûlée de 10 réparateurs. Le taux de change était avantageux, sacrément avantageux. Le soir, la cuisine de campagne arriva au bivouac. L'odeur du sarrasin au corned beef couvrit l'odeur du gazole. Rire, cliquetis des gamelles, un harmonica quelque part, les bruits d'un camp vivant. Ivan regardait ce tableau et sentait se détendre le ressort en lui, tordu en un nœud serré tous ses jours. « Hey Ivanovitch !» lui cria le commandant du 2e peloton. « Viens avec nous, on a de l'alcool, une prise de guerre, on va boire à ta soudure. » « Je ne bois pas, » Ivan fit un signe de la main. « J'ai mal aux yeux. »« Alors mange de la katcha, sinon le vent va t'emporter. » Il s'approcha du feu. Les hommes s'écartaient, lui tapaient sur l'épaule. Personne ne prononçait de grands mots sur le sauveur. Ici, ce n'était pas l'usage. La gratitude s'exprimait par le fait qu'on lui tendit la gamelle la plus pleine, dans laquelle le cuisinier avait généreusement jeté une louche de viande en plus. « Mange, sergent, » dit le vieux cuisinier. « Tu as besoin de force. On dit que le chef de division a ordonné d'étendre l'expérience à toute la division. Tu vas avoir du boulot par-dessus la tête. » Sukhorukov eut un petit rire. « Le travail, c'est bien. Le travail, c'est la vie. Tant que le bataillon de réparation soude, les chars roulent. Tant que les chars roulent, l'infanterie est vivante. » Cette chaîne de dépendance simple était pour lui plus claire que n'importe quelle doctrine idéologique. Il mangeait sa katcha, assis sur une caisse d'obus, et regardait une cornière rouillée qui traînait dans l'herbe, une chute restée après le montage. Un petit bout d'acier, symbole de la victoire de la raison sur le chaos. Dans les manuels d'histoire, on écrira sur le génie stratégique des chefs militaires, sur la puissance de l'industrie, sur l'héroïsme de masse. Mais personne n'écrira comment un calcul d'ingénieur, multiplié par la violation des instructions, a brisé les plans de la Wehrmacht dans un marais particulier. Personne, sauf ces 340 hommes qui se coucheront ce soir vivants. Et pour Sukhorukov, cette arithmétique était suffisante. Absolument suffisante. La guerre se termina en mai 1945. Elle partit comme elle était venue, dans le fracas des chenilles. Mais ce bruit résonnait maintenant sur les pavés des capitales européennes et non dans la boue russe. Le sergent-chef Ivan Sukhorukov parcourut ce chemin jusqu'au bout. Sa guerre fut une longue route, de l'atelier d'usine jusqu'aux ruines de Berlin. Une route mesurée non en kilomètres, mais en nombre de transmissions réparées et de brèches soudées. Sur sa vareuse brillaient des décorations, l'étoile rouge, l'ordre de la guerre patriotique, les médailles pour le courage et pour le mérite au combat. Mais la récompense principale n'était pas sur sa poitrine. Elle était ailleurs, dans le titre de rationalisateur émérite qu'il reçut déjà en temps de paix, de retour à son usine natale, Uralvagonzavod. On ne donnait pas ce titre pour de beaux yeux ou de grands discours. On le donnait pour l'intelligence, pour cette audace d'ingénieur qui permettait de résoudre des problèmes insolubles avec les moyens du bord. Sukhorukov ne devint pas général. Il resta maître ouvrier, un homme dont les mains sentaient toujours le métal et l'huile machine. Mais son nom entra dans les manuels classifiés des écoles de blindés et les instructions d'exploitation des véhicules blindés. Ces mêmes instructions que les procureurs militaires lui jetaient au visage près de Koursk furent réécrites. Le point sur l'interdiction catégorique des travaux de soudure sur le train de roulement fut complété par une note. Un long paragraphe sec décrivant la technologie de soudage de crampons supplémentaires dans les conditions de la Rasputitsa. On y spécifiait les types d'électrodes, l'intensité du courant, les angles d'inclinaison et les régimes de température.
Ce qui était né sous une tente, sous une pluie battante, comme un acte de désespoir, devint une loi. L'hérésie technique se transforma en dogme militaire. L'expérience du 145e régiment de chars fut étudiée dans les académies. Les généraux, déplaçant des pions sur les cartes, furent forcés d'admettre la maniabilité, ce n'est pas seulement la puissance du moteur, c'est l'adhérence. C'est la simple physique de l'interaction entre la chenille et le sol. Le saillant de Koursk a montré que même le char le plus parfait n'est qu'un tas de métal coûteux s'il ne peut pas prendre appui sur la terre. Et une simple cornière en acier, achetée en temps de paix pour des kopecks à la quincaillerie, peut valoir plus cher qu'un tigre. Après la guerre, les historiens militaires et les ingénieurs se disputèrent souvent sur les raisons de la victoire. Ils parlaient de la production de masse du T-34, du blindage incliné, des calibres. Mais ils évoquaient rarement les hommes avec des chalumeaux à gaz, ceux qui adaptaient la technique à la réalité. L'école d'ingénierie allemande créait des chefs-d'œuvre de mécanique. Leurs chars étaient comme des montres suisses, précis, complexes, exigeant un entretien parfait. L'école soviétique créait des chars en kit. Grossiers, mais ouverts à la modernisation à la masse et à la soudure directement dans le champ. Soukoroukov le comprenait mieux que quiconque. Il savait que la guerre est une compétition non seulement d'usine, mais aussi d'esprit. Quand le bureau d'études arrivait dans une impasse, la solution était trouvée par un sergent en veste ouatée huileuse. Au musée des blindés de Koubinka se trouve l'un de ces chars. Il est proprement peint, son blindage brille sous la lumière des projecteurs. Les guides racontent aux écoliers les exploits des équipages, les caractéristiques tactiques et techniques, les millimètres de perforation de blindage. Les visiteurs regardent la tourelle, le canon. Mais peu baissent les yeux. Or, si on baisse le regard et qu'on observe attentivement les patins, on peut voir l'histoire. Sur l'un des maillons de la chenille, si on gratte la couche de peinture de musée, on voit un vieux cordon de soudure grossier, une cicatrice rouillée sur le corps de la machine. La trace de cette même cornière de 40 par 40 mm. La cornière elle-même n'est plus là. On l'a coupée ou elle s'est usée sur les routes de la guerre. Mais la trace de sa fixation est restée pour toujours. Ce n'est pas juste un défaut de moulage, c'est l'autographe de la victoire. Ce cordon raconte l'histoire de la victoire de l'intelligence sur le désespoir. Comment, en juillet 1943, des mécaniciens russes ont annulé les lois du glissement. Comment 340 tankistes sont rentrés chez eux vivants parce que leurs machines ne sont pas devenues des cibles. Soukoroukov venait souvent au monument de l'usine, un T-34 sur un piédestal. Il restait debout et fumait, regardant la machine figée. Il ne ressentait pas d'emphase. Il ressentait du respect pour le métal et le travail. Il connaissait le prix de cette arme. La guerre ne se gagne pas seulement par la bravoure. La bravoure est une ressource qui brûle vite sous les mitrailleuses si elle n'est pas soutenue par le matériel. La guerre se gagne par le calcul, la logistique et la capacité à réagir instantanément aux conditions changeantes. La guerre est un sale boulot. Et celui qui gagne, c'est celui qui n'a pas peur de se salir les mains en retaillant les instructions d'usine sous la dictée des circonstances. L'ingéniosité technique du sergent-chef Ivan Soukoroukov est devenue une arme, au même titre que le canon F-34. Une arme qui ne tirait pas, mais qui permettait aux autres de tirer. L'arme de l'esprit. Et dans cette trace rouillée de soudure sur une pièce de musée, est contenue toute la philosophie de cette guerre. Peu importe à quel point ton équipement est idéal, ce qui compte, c'est si tu pourras le faire fonctionner quand le monde autour se transforme en chaos et en boue. Ivan Soukoroukov a pu, et ses griffes d'acier sont restées à jamais dans la mémoire du métal, rappelant qu'il n'y a pas de situation sans issue. Il n'y a que des pénuries d'électrodes et d'imagination.
L'histoire a tranché le débat entre physiciens et lyriques, praticiens et théoriciens. L'acier soudé à l'acier par la main du maître a vaincu. La cornière dirigée, pointe vers le sol, a vaincu. L'homme qui savait que même 30 tonnes de poids mort peuvent voler si on leur applique correctement un point d'appui, a vaincu.